Bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole aux femmes qui vivent leur maternité à l'étranger. Dans cet épisode, embarquement immédiat pour Bali, une île qui fait rêver. Les cocotiers, la lumière dorée, la slow life. Mais quand on s'y installe en famille, la réalité peut être bien plus nuancée que les images que l'on s'en fait. Laura, son compagnon et leur fils d'1 an et demi ont sauté le pas il y a maintenant 5 ans. Dans cet épisode, elle revient sans filtre sur les débuts de cette expatriation. L'adaptation, le sentiment d'isolement et ce long chemin vers la reconstruction de nouveaux repères. Puis, au fil du temps et des rencontres, quelque chose s'est mis en place. Laura a trouvé son équilibre. Et elle s'est sentie prête à agrandir sa famille. Elle nous raconte cette deuxième maternité à Bali et nous fait voyager à travers les traditions et les fêtes indonésiennes qui entourent les enfants. Un épisode comme je les aime, sincère, dépaysant et profondément humain. À défaut d'une autre coco, prenez votre boisson préférée et bonne écoute. Bonjour Laura, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Tu es à Bali, je suis à Tokyo. Oui, tout à fait, avec 1 heure de décalage horaire, ce qui en soi est pas grand-chose, ça change. Ouais, exactement. Alors, on va commencer cette interview très classiquement par un petit mamatomo portrait. Au Japon, la mamatomo, c'est la maman amie, c'est la contraction du mot maman et tomodachi, qui veut dire ami. Est-ce qu'il existe un terme comme ça à Bali ou pas du tout ? Non, pas spécialement. On appelle la maman à Bali ibu. Alors pas comme le hibou, l'oiseau nocturne, mais ibu. Tu peux à la fois appeler une dame dans la rue ibu et les enfants appellent leur maman ibu. Donc c'est fun parce que c'est exactement le même nom. Donc c'est comme si toi dans la rue tu allais appeler une dame salut maman. Donc c'est assez rigolo, tu vois. Mais il n'y a pas de terme, comme tu viens de le citer, un peu comme le Japon. Mais en même temps, c'est un mot ibu qui finalement veut dire maman et madame. Et ce qui, je trouve, est déjà assez clairvoyant dans l'image de la femme balinaise, tu vois, qui est extrêmement maternelle. Et puis finalement pour tout le monde, quoi. Je vais te demander de nous rappeler ton prénom, ton âge, ton pays d'origine, nous dire où tu vis, pour nous situer un peu dans Bali pour ceux qui ne connaissent pas spécialement l'île, et nous présenter ta famille. Alors, je m'appelle Laura, j'ai 36 ans, bientôt 37, mais restons sur le 36, ça me va très bien. Je suis française, d'origine lorraine, et j'ai vécu 8 ans à Grenoble, mais je suis lorraine et messine d'origine, et ça, j'y tiens. J'habite à Bali, Sanur plus précisément, et donc pour te resituer Sanur, c'est plutôt dans le sud-est de l'île, côté sunrise, donc c'est-à-dire côté lever de soleil, mais pas côté coucher de soleil. La famille est composée de mon chéri qu'on appellera Chaton, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle depuis 10 ans, et de 2 fils qu'on pourra appeler par leur prénom, comme ça au moins c'est plus clair. Gabriel qui a 6 ans et qui est né en France, et Sacha qui a 2 ans et qui est né à Bali. Parce que vous êtes arrivé à Bali il y a ? On est arrivé à Bali il y a 5 ans, en 2021. D'accord, donc vous arrivez avec un jeune enfant, c'est ce qui nous amène à cette interview aujourd'hui. Vous êtes arrivé avec un jeune enfant et vous avez agrandi votre famille à Bali. Tout à fait. Concernant Bali, est-ce que tu peux nous partager 1 ou 2 adresses coup de cœur que tu fréquentes avec tes enfants, que tu aimes fréquenter en famille ? Alors, quand tu m'as posé cette question, forcément, déjà, de prime abord, je me suis dit que j'avais pas spécialement d'adresse à te conseiller puisque, en fait, nous, vivant à Sanur, on est quand même dans un cadre de vie qui est assez slow life. On est proche de la mer. On a la chance, si tu veux, d'avoir trouvé un logement qui est du côté de la mer. Donc, on a juste à marcher, à faire quelques mètres et on est déjà sur la plage. Donc ça, c'est génial. Donc mes enfants, ils ont quand même pour habitude, après l'école, d'aller à la plage et de s'amuser les pieds dans le sable. Donc déjà, la meilleure des adresses pour nous, c'est la mer, c'est la plage. Il y a des balades sur plusieurs kilomètres à Sanur. Donc en fait, on peut marcher, faire du vélo et c'est déjà une activité qui est géniale, qui est gratuite. Ensuite, évidemment, parce que moi, quand même, il faut que je travaille, souvent, je vais dans le café le plus proche de chez moi, qui est quand même un café assez kids-friendly, qui est le Genius. Je suis assez souvent fourrée là-bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, je prends mon petit cappuccino, les pieds dans le sable. Mes enfants, ils sont pas très loin. Il y a un petit playground à côté, une petite aire de jeu gratuite, où il y a tous les enfants. Et donc, il y a tous les repères des nannies, les repères des enfants. Et donc, c'est un peu notre rituel. Ou alors, si on est sur des samedis ou des
des dimanches où on est tous ensemble avec chatons, avec les enfants et qu'on veut quelque chose de plus beach club mais tout en étant hyper kids friendly. On a Birdhouse qui est en fait un beach club qui est à la fois extrêmement instagrammable mais qui a aussi un espace piscine pour les enfants, espace kids club couvert à la clim, une aire de jeu et un espace restauration. Donc ça c'est génial. Bref, c'est un peu le paradis des parents et des enfants. Et maintenant, si tu me demandes une adresse qui est un petit peu hors des sentiers battus et hors de Sanour, ce serait un endroit un petit peu plus unique, un petit peu plus nature, qu'on a fait il y a pas si longtemps, qu'on voulait faire depuis longtemps, en 5 ans, tu vois, les années passent. On en a fait des kids clubs, on en a fait des endroits pour les enfants, on en a fait des espaces de jeux animaliers, etc. Mais là, vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Ça s'appelle le Bali Farm House. En fait, c'est une ferme qui est un peu plus dans le nord de l'île, proche de Bédougoul. Et en fait, c'est une ferme qui a été complètement aménagée avec des alpagas, des lapins, des ânes, des chevaux. Mais dans un cadre vraiment, t'as l'impression que t'es en Europe, en fait. T'as l'impression que t'es parti en Suisse. T'as des sapins, t'as des arbres que tu n'as pas dans les autres coins de Bali, parce que forcément, face à la mer et face aux rizières, t'as beaucoup de palmiers, de cocotiers. Là, t'arrives, t'as des sapins, tu vois presque comme s'il y avait des montagnes, alors que c'est pas vraiment le cas. Le climat est complètement différent, il fait frais. Moi, j'avais ma petite maille, tu vois, limite, ce qui est quand même assez improbable. Et donc, je trouve que c'est génial parce on s'est immergé dans cette ferme avec des animaux. En sortant de la ferme, on est allé ramasser des fraises parce que c'est vraiment un coin de Bali où il y a beaucoup de fraises. C'est un coin où l'air est plus pur, plus naturel et plus frais. Et ça, je trouve que c'est une jolie parenthèse pour les personnes qui passent un peu plus de temps à Bali, au-delà des 2-3 semaines et qui veulent, si jamais quelque chose de pas très touristique, je trouve que c'est super sympa, quoi. Merci beaucoup pour cette adresse. Et enfin, pour terminer ce Mamatomo portrait, Laura, je vais te demander ton hack de maman expatriée. Ça peut être une appli, un objet du quotidien, quelque chose que tu as découvert à Bali et qui te simplifie tellement la vie. Alors, moi, ce qui a complètement changé ma vie à Bali, c'est que j'ai accepté de ne pas faire tout toute seule. J'ai des aides du quotidien qui sont assez précieuses et qui ont changé complètement mon rapport à la maternité. Je t'explique rapidement. Quand on est arrivé à Bali, forcément, on n'avait pas encore les contacts et on n'avait pas encore spécialement d'aide, mais notre famille, puisqu'on a de la famille à Bali, nous avait quand même donné une bonne adresse, un bon contact pour faire un petit peu de ménage par-ci par-là, pour nous soulager un petit peu de cette charge mentale. Mais j'avais personne au départ pour m'aider avec mon fils Gabriel, ce qui fait que je me suis retrouvée rapidement à Bali un petit peu, face à quelque chose que je ne connaissais pas. Et avec cette personne adorable qui venait parfois 1 heure faire le ménage chez moi, quand j'ai compris que quand j'ai commencé à me familiariser avec cette dame qui était ultra souriante et qui, quand elle arrivait, prenait mon fils dans les bras, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et petit à petit, tu vois, quand elle a commencé vraiment à devenir plus qu'une simple femme de ménage, j'ai commencé à lui demander si elle pouvait me relayer parfois 1 heure de temps en temps pour que moi je puisse prendre du temps pour moi. Et c'est comme ça que tout a démarré avec ma chère Kétoute. Et aujourd'hui, on est carrément sur du temps plein quand j'ai besoin. Mais si tu veux, ça a démarré progressivement où j'ai fait confiance à quelqu'un qui au départ n'était pas une nanny, mais qui l'est devenu avec beaucoup de confiance et beaucoup d'amour. Et en fait, c'est ça mon axe. Franchement, si tu es dans un pays quel qu'il soit et que tu as l'impression de manquer de temps pour toi, c'est d'avoir de l'aide. Si c'est une aide ménagère, ok. Si c'est une aide pour faire un peu à manger, ok. Si c'est juste une aide pour relayer et pouvoir aller se faire masser 1 heure, en fait, c'est juste que Bali, c'est parfois un petit peu à la carte. Des applications, je pourrais t'en conseiller évidemment plein. T'as une appli à Bali qui s'appelle Gojek ou qui s'appelle Grab. C'est le même principe. Tu peux te commander à manger, tu peux te faire livrer. Et une application aussi qui a été faite par une copine à moi. Elle a lancé son application de babysitter à Bali qui s'appelle GoNanny, où tu as tous les profils qui sont présentés, une vidéo de la nanny, ses compétences, son âge, son profil. Ok, c'est noté, super. Tu l'as un petit peu mentionné, tu nous as brièvement parlé de cette vie d'avant. Si c'est possible, je voudrais que tu te remémores ta vie d'il y a 5 ans et que tu nous la partages. C'était quoi votre vie il y a 5 ans? C'était quoi votre rythme? C'était quoi votre vie familiale?
il y avait déjà Gabriel? Et surtout, qu'est-ce qui vous a amené à organiser ce projet fou d'aller vivre en famille à Il y l'étranger? a 5 ans, notre vie, elle était on ne peut plus classique. J'étais en CDI, Chaton était en CDI, j'étais responsable des relations presse pour une entreprise de mode. Donc sur le papier, ça faisait rêver. J'étais propriétaire d'un appartement, on avait une crèche. Si tu veux, il y avait rien qui nous poussait à partir. Je crois que ce qui nous a poussé à partir, c'était plus l'envie d'aventure, la soif d'aventure de mon chéri, qui avait de la famille à Bali, qui s'était expatrié quelques années auparavant. On connaissait Bali pour des vacances, on y était déjà allé 2 fois pour ma part et 3 fois pour sa part. On connaissait pas le lifestyle de l'expatriation par contre. Et mon chéri m'avait dit, avant même qu'on ait Gabriel, mon rêve, ce serait de vivre à Bali au moins 6 mois, 1 an. On quitte nos jobs, on quitte nos vies classiques et routinières pour vivre cette aventure. Quand on commençait déjà à évoquer ce projet, j'avais un peu moins de 30 ans. Et je disais à Alexis, moi je suis désolée, mais en fait moi, mon souhait en ce moment, ça y est, mon horloge biologique est en marche. Moi, là, mon rêve, c'est d'avoir un enfant et c'est pas de tout quitter, CDI, appartement pour vivre ce rêve fou. Donc ça, je pense qu'il va falloir que tu le mettes un petit peu sur pause. Et donc, il m'a dit, OK, je veux bien qu'on retarde un peu le projet. Mais par contre, je n'oublierai pas qu'il y a un projet Bali et je ne pourrais pas faire sans ce projet Bali. Donc, j'ai bien compris que, tu vois, chacun avait un petit peu un goal. Donc, on a eu Gabriel. J'étais quand même convaincue que j'allais réussir à lui faire oublier le projet Bali parce que c'était pas du tout dans mes projets. Pourquoi? Parce que j'avais pas eu le coup de cœur, moi, pendant les vacances. J'avais trouvé ça très beau, mais j'avais pas du tout eu une révélation spirituelle comme certains peuvent l'avoir. Je disais, purée, il m'emmène dans un endroit que j'ai pas spécialement adoré. Qu'est-ce que moi je vais y trouver? C'est quoi, moi, mon intérêt? En fait, je crois que j'ai compris que l'intérêt pour moi, c'était de faire plaisir à mon conjoint et de satisfaire une part de rêve. Donc, Covid est arrivé. Finalement, moi, ce que j'adorais dans mon job, c'est un petit peu évaporé, puisqu'en fait, on perdait un peu les liens. On était un peu tous en télétravail. Il y avait moins d'excitation. Donc, j'ai commencé à lui dire, écoute, finalement, moi, ce que je voulais pas quitter commence un petit peu à me lasser. Why not? Donc, on est parti dans ce contexte post-Covid où j'ai dit, OK, chaton, vas-y, let's go. Par contre, tu m'as dit 6 mois, tu m'as dit 1 an, ça sera pas plus longtemps. Parce que moi, ma vie, elle est en France, ma famille est en France, mes parents sont en France, même si on est loin parce qu'on est à Grenoble et que mes parents sont à Metz, moi, ma vie, elle est en France. Donc, on fait 1 an. Et quand on arrive, on scolarise Gabriel, puisqu'en fait, on est parti quand il avait 1 an et demi. Et la logique, c'était à son retour, 3 ans, maternelle. Et il a dit, OK, on vend l'appartement parce que c'est plus rentable de le faire. On met tout dans un grenier d'un oncle et d'une tante et on avise. Et on n'est jamais rentré. Ouais. Donc, comment vous vous préparez? Comment vous déterminez où poser vos valises? Est-ce qu'il y a une volonté de se rapprocher justement de cette famille en se disant, il faut pas non plus qu'on soit isolé? Lui, c'est son rêve, mais qu'est-ce qu'il y met dans ce rêve? Tu vois, ce que je voudrais savoir, c'est, il vient pourquoi, lui? Il y a une idée de business, il y a eu juste une envie de vivre ailleurs, voilà, on casse la routine, on a une nouvelle vie, mais c'est quoi son feu intérieur? Lorsque le projet Bali mûrit dans la tête de Chaton plus que dans la mienne, il échange forcément avec ses cousins. L'un d'entre eux vit à Sanour, dans une villa. Il lui dit, et c'est forcément là que tout commence, il lui dit, mon voisin s'en va. La maison à côté de la mienne est disponible. Est-ce que tu souhaites faire un investissement immobilier à Bali? Ah, vous parlez d'un achat? Exactement. Ah ouais. Donc là, la maison d'à côté de notre cousin se libère. Elle est a priori disponible. Tout le monde ne se bouscule pas face à ça puisqu'en fait, pour rappel, Covid, pas de touristes, pas d'argent. En fait, les hôtels sont fermés, les restaurants sont fermés, les touristes ne viennent plus. Les seules personnes qui vivent à Bali sont les actuels expats, les locaux. Au départ, le projet, il y a une opportunité immobilière sur un bien qui se vendrait à Bali, j'ouvre une petite parenthèse, l'immobilier, c'est un peu comme un long lease. En fait, t'es jamais vraiment propriétaire, mais c'est comme quand tu loues ou que t'achètes une voiture en lease, tu la loues sur 5 ans, 1 an, 15 ans, machin. Donc en fait, là, l'idée, c'était d'acheter sur un nombre d'années. Dans la tête de mon chéri, ça a commencé à faire OK, moi je veux bien investir, mais peut-être qu'on peut même y vivre dans cette maison. Donc, je vais en parler à Laura et on va voir un petit peu comment ça résonne en elle. Il m'amène le projet Bali et il me dit, et potentiellement, on a peut-être déjà une maison. Et elle est à côté des cousins.
Quand je te dis à côté d'eux, on est à 5 mètres d'eux. Donc, il y a un côté ultra rassurant. Puisque nous, on connaît rien à cette ville, on connaît rien à ce quartier. Mais le seul truc qu'on sait, c'est que potentiellement, on a une maison de rêve à côté de la famille. Et donc ça, si tu veux, c'est comme ça qu'on démarre. Ouais, ok. Donc sur le papier, en tout cas. Sur le papier, on a déjà un logement, la villa instagrammable avec les feuilles de bananier et la pistoche. On a déjà les besoins primaires des lits. Et on a la famille sur place qui est déjà en train de nous proposer de refaire un peu la villa à notre goût avant notre arrivée. Donc on est déjà sur des projets de peinture, on est déjà sur est-ce que vous voulez qu'on aille faire pour vous la tête de lit de votre rêve? Donc en l'occurrence, tu sais, la jolie tête de lit en rotin. Donc si tu veux, ils sont là. Ils nous aident parce qu'en fait, ils sont sur place. Les artisans, ils les connaissent déjà. Donc, si tu veux, notre villa, on la prépare avant même d'arriver. Et donc, il y a un mélange d'excitation, d'appréhension, parce qu'on se dit, purée, mais en fait, là, c'est un projet fou qui se passe. Et waouh, tout va très vite finalement. Entre la prise de décision et notre départ, il s'est pas passé beaucoup de temps, en fait. Il s'est passé peut-être 3 ou 4 mois. Bien sûr, ouais, c'est hyper rapide. Et là, il n'y a pas ce côté, j'arrive quelque part et je suis dans un logement temporaire. Non, en fait, ça a intérêt à me plaire aussi sur place parce que ouais, c'est ma maison. Pour le coup, je l'ai achetée, je la rénove et ouais, faut que ça me plaise. Exactement. Donc, c'est hyper challengeant. Bien sûr. Sur la partie de ton fils aîné, tu dis qu'à cette époque-là, il a 1 an et demi. Vous lui en parlez, vous le préparez? Gabriel, à 1 an et demi, il est quand même assez... c'est un enfant, tu sais, qui est un peu dans sa bulle. En fait, il nous suit. On est tout le temps en vadrouille depuis sa naissance. On était en plein déménagement quand il est né. J'allaitais Gabriel à Leroy Merlin, à Ikea, à Linea, pendant qu'on choisissait les meubles. Déjà, c'est une belle image de la représentation de sa naissance. Il est né en déménagement et on faisait du shopping de meubles et de peinture pendant que je l'avais dans les bras et que j'allaitais. Donc lui, il nous suit partout, tout le temps. On a tout fait avec Gabriel. Donc en fait, tu vois, on lui a juste dit, bon, on va partir. Tu connais pas du tout Bali, que ça va être comme des vacances pour toi. On va partir 6 mois, 1 an, et après on revient. Et on pourra revoir mamie, on pourra revoir papy, et en fait, c'est tout. Et puis, il nous entendait en parler aussi. Il n'y a même pas eu un travail psychologique, parce que si tu veux, comme ça ne devait durer qu'1 an, au pire, si ça lui convenait pas, 1 an, qu'est-ce que c'est dans une vie, tu vois? Et là, tu mentionnes papy et mamie. Comment ce grand départ a été perçu par votre entourage? Est-ce que dans ce grand départ, les gens ont quand même aidé et vous ont épaulé? Alors, tu as vraiment les deux parties. Donc, la partie de mon chéri. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 cousins expatriés sont du côté de mon chéri. Donc, si tu veux, la famille a dit « Encore ?» Il y a le 3e. Bon, en fait, est-ce qu'on est surpris? Même si la maman de mon chéri était forcément assez triste parce que c'est long et parce qu'on savait qu'on n'allait pas se voir pendant 1 an. Parce qu'en fait, le deal, c'était quand même qu'on n'allait pas rentrer en France tout de suite et que eux allaient peut-être pas venir nous voir tout de suite non plus. Donc, il y a eu beaucoup de larmes. Du côté de mes parents, puisque quand je suis partie, j'avais encore mon papa et que j'ai perdu mon papa pendant que je me suis expatriée. Pardon Laura, tu as perdu ton papa lors de cette première année d'expatriation à Bali? J'ai perdu mon papa au bout de quelques mois d'expatriation, ouais, où j'ai dû rentrer en France toute seule. Wow. Ouais, ça c'est un sacré choc qui fait aussi partie des moments durs de l'expat. Mes parents voyaient pas du tout ça d'un très bon œil puisque ils avaient peur. Moi, j'ai été éduquée dans une famille italienne, chrétienne, rongée par la peur. Donc, si tu veux, le projet Bali, c'était un projet totalement fou, surréaliste, parfois peut-être même imprudent, et qui n'a pas été vu d'un très bon œil de la part de ma maman au départ parce qu'elle a eu peur. Elle s'est dit, qu'est-ce qu'elle fait? Ma fille est en train de quitter un CDI et une situation extrêmement stable pour aller je ne sais où, je ne sais quoi faire. Bien sûr, oui, l'inconnu. Pour elle, c'était l'inconnu total. Surtout qu'il n'y avait pas de projet particulier. Il n'y avait pas de projet de trouver un travail. Il n'y avait pas de projet d'investir dans autre chose, puisque le projet, c'était surtout de vivre une vie incroyable de voyage pendant 1 an. Et c'est tout. Donc, le projet, il n'est pas spécialement bien vu du côté de mes parents, mais il est accepté. Vous arrivez à Bali. Comment ça se passe? Je voudrais que tu nous emmènes un peu dans un petit expectation versus reality. Cette maison dont vous avez vu les photos, les vidéos par WhatsApp, la couleur du mur, est-ce qu'elle était bien conforme? Tu vois, ce genre de petits détails où tu t'imagines ta vie, en fait, tu te projettes et c'est ta vie maintenant. Comment ça s'est passé ça pour toi? Moi, j'ai forcément imaginé un Bali carte postale en arrivant. Moi, je me suis dit que j'allais évidemment vivre ma best life, que j'allais être une très grande influenceuse mode, puisqu'avant j'étais sur Insta, mais c'était pas du tout les mêmes sujets.
C'était très mode, très look du jour et bizarrement, je m'étais dit bon bah allez, ça va être l'occasion pour moi de développer tout ça. Je me suis trompée, mais ça j'ai mis du temps, j'ai mis plusieurs mois, plusieurs années même à comprendre. Moi, le début à Bali, si tu veux, au bout d'un mois, c'est un peu l'effet vacances, c'est-à-dire que tu kiffes les premiers jours, les premières semaines, et puis après, tu commences à te dire, OK, alors maintenant, on fait quoi? Parce que moi, si tu veux, j'étais 40 heures semaine dans un bureau. Quand j'allais chercher mon fils à l'école, à la crèche, il y avait toute une routine. Quand mon fils était couché, je prenais les mains de mon Insta pour faire des looks du jour. Ma semaine était millimétrée. Là, je suis arrivée avec un planning vide, avec une maison qui avait été forcément déjà un petit peu meublé par la famille, bah, je te dis quand même, un petit canapé, une table basse, des lits, mais qu'il fallait quand même remplir parce qu'elle était grande. Donc, bah, en fait, je me suis pas sentie chez moi tout de suite. Il a fallu la personnaliser. Moi, j'avais Gabriel qui avait 1 an et demi, donc forcément, je voulais pas du tout qu'il monte sur un scooter dans un premier temps. Et donc, c'est mon chéri qui partait à droite à gauche pour aller trouver un tapis, pour aller trouver une décoration murale. Donc déjà là, je me suis quand même sentie seule. Parce qu'en fait, si tu veux, lui, il partait en moto, il partait en scooter, il partait un petit peu à l'aventure. Et déjà là, je me suis dit, donc là, ce que je suis en train de vivre, mon sentiment, c'est de vivre un congé maternité parental parallèle. En fait, si tu veux, j'avais l'impression de revivre mon congé maternité une seconde fois. Et pour être tout à fait honnête, moi, c'était pas la meilleure période de ma vie parce que je me suis retrouvée quand même assez seule psychologiquement et physiquement. Quand je suis devenue maman pour la première fois, j'étais pas dans la même ville que ma propre maman. Et moi, toutes mes collègues et copines, bah, elles travaillaient en fait. Donc la journée, j'étais quand même assez seule. Donc j'ai eu l'impression de revivre ça d'une certaine manière et je me suis pas sentie très bien. Donc, les premiers mois, voire la première année à Bali, elle est assez lourde en charge mentale, plutôt en charge mentale invisible, parce qu'en fait, il se passait beaucoup de choses dans mon cerveau, je réfléchissais beaucoup, et j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça fusait et pourquoi je me sentais pas si bien finalement, tu vois. Je me disais que si j'avais un problème, qui fallait que j'appelle? J'étais face à des gens qui parlaient une autre langue. J'appelle qui? Je fais quoi? Je fais comment? Waouh, c'était le flou, quoi. Et tout ça, mine de rien, ça m'épuisait mentalement. Et sur la partie, tu vois, arriver, là, tu nous parles de la langue. Est-ce que vous aviez prévu de prendre des cours d'indonésien ou c'était pas du tout une option? Est-ce que, avant d'arriver, tu avais identifié, je sais pas moi, des associations? Est-ce qu'il y a des associations locales pour expats? Par exemple, à Tokyo, il y a quand même 3 grosses associations phares pour les francophones qui ont je dirais, des buts différents, des orientations différentes. Mais moi, je me souviens, avant d'arriver, je me suis dit, OK, je vais adhérer à tout. Il faut que j'adhère, il faut que je rompe cette solitude qui m'effrayait. Et aussi, ma dernière question, est-ce que tu avais été sensibilisée au cycle de l'expatriation? Puisqu'on dit, tu sais que dans l'expatriation, il y a une phase de lune de miel, et puis après, il y a cette fameuse descente. Est-ce que ça, tu étais éveillée ou pas du tout? Je te cache pas que ce long voyage, ce grand voyage a pas été... il a été préparé en amont, mais tout ce qui était sur place, on va dire qu'on s'est laissé un peu porter. Moi, je m'étais pas spécialement projetée dans l'apprentissage de l'indonésien, puisque pour moi, 1 an dans une vie, ça allait être extrêmement court, hein, et que ça allait passer trop vite pour qu'on s'intègre aussi profondément. C'est pas que je voulais pas apprendre parce que dès que quelqu'un me disait un mot, tu vois, j'avais quand même appris le langage du quotidien. Bonjour, merci, bon appétit, bonne journée, à bientôt, au revoir. Donc ça, j'étais vraiment OK et hyper open à l'apprendre. Mais de prendre des cours la première année, d'aller plus loin, je te cache pas que j'étais pas dans cette démarche-là, puisque moi, il fallait que cette année passe et qu'on rentre et qu'on retrouve notre vie parce qu'en fait, je ne m'y retrouvais pas. Il y avait forcément des organismes. Alors, il n'y a pas des associations, ou en tout cas, il y a 5 ans en arrière, il y avait juste le consulat français qui probablement proposait des cours dans un organisme probablement pas à Sanour. Je m'étais pas renseignée à l'époque. Par contre, au bout d'un certain moment, forcément, comme on est resté plus que prévu, j'ai commencé à me renseigner, mais c'était beaucoup par le bouche à oreille. Est-ce que tu connais une prof? Ouais, bien sûr, j'ai un contact. Donc en fait, à Bali, au-delà des associations, ce qui fonctionne vachement, c'est les groupes WhatsApp. En fait, tout se fait par WhatsApp. Et il en existe des tas. Et c'est là que tu demandes un petit peu des conseils. Donc, moi, tout bêtement, un jour, j'ai demandé à ma famille et à d'autres filles du groupe WhatsApp si elles avaient des contacts. Et c'est comme ça que j'ai commencé plus tard, du coup, à prendre des cours d'indonésien. Les démarches et la volonté d'apprendre, elles sont venues plus tard. Je comprends. Tu parles de ces groupes WhatsApp. Donc, je comprends que ces groupes WhatsApp, c'est un groupe WhatsApp, tu es invité par quelqu'un.
ils sont pas du tout relayés par l'ambassade. En fait, il faut vraiment arriver sur place pour capter quelqu'un qui veut bien nous faire rentrer dans le groupe, quoi. C'est du bouche à oreille, encore une fois. T'as forcément une copine qui va te dire bon bah il existe, je te partage. En fait, moi, spontanément, quand je rencontre de nouvelles personnes à Bali et qui sont mamans, spontanément, je vais leur proposer, moi, le groupe WhatsApp, dès qu'elles me posent des questions qui me dépassent notamment. Et moi aussi, d'ailleurs, c'est pas spécialement que des mamans, mais j'ai créé aussi mon groupe WhatsApp. Mais là, on pourra en reparler sur plutôt l'après et le moment où je finis par m'épanouir, tu vois, parce que ce moment a fini quand même par arriver. Bien sûr. Donc, cette année se passe, cette année arrive à son terme. Toi, tu as compté les mois. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, c'est que avant même que les 1 an se finissent, mon chéri a des opportunités. Et donc là, il m'a dit, écoute, là, il se passe des choses pour moi qui sont hyper intéressantes. C'est un peu tôt pour moi. On peut pas partir tout de suite. Il faut qu'on attende un petit peu. Donc, si tu veux, je lui disais, ah ouais, mais bon, il faut combien de temps? Donc, en fait, je pense que sa stratégie à lui, c'était d'essayer à chaque fois de gratter 1 mois, 2 mois, puis 3 mois. Et puis moi, je lui disais, attends, mais en fait, on fait quoi? On va où? Parce que le deal, c'était 1 an. Et là, tu vois, ça commence à faire 1 an et demi. Puis au bout d'un moment, moi, je parle forcément à des copines. Et ces copines, elles me disent, et notamment une, elle me dit, tu sais, moi, j'étais comme toi. Tout ce que tu me dis là, je le pensais aussi. De pas trop comprendre, de trouver ça long, de pas comprendre pourquoi ton conjoint, lui, s'épanouit vachement et toi, t'es un peu la pièce rapportée, puis t'essayes un petit peu de sortir, tu vois. C'est pas comme si tu te noyais, mais tu nages, puis t'essayes juste de garder la tête hors de l'eau, mais tu comprends pas trop ton intérêt. Donc là, elle finit par me dire, franchement, je pense que tu devrais parler à une psy de tout ça. Parce que tu n'es pas folle, ce que tu ressens est normal et je pense que tu as besoin simplement d'avoir l'appui psychologique de quelqu'un qui va te faire comprendre pourquoi ça ne va pas et surtout qui va t'aider parce qu'en fait, tu es déraciné. Donc, je lui dis, écoute, en fait, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai jamais vu de psy jusqu'à présent. C'est quand même assez farfelu d'arriver dans un paradis et de se sentir mal. Mais franchement, mon objectif, c'est d'aller bien. Et j'en ai marre de ne pas comprendre ce qui m'arrive. Ni une ni deux, je prends rendez-vous avec la psy. Et la première séance, c'est un nouveau souffle. Elle m'écoute, elle me dit, Laura, tout ce que tu ressens, c'est normal. Et d'ailleurs, je crois que tout le monde le ressent. Bali est une île extrêmement énergivore. Il y a des énergies qu'on n'explique pas. Ce n'est pas ton pays d'origine, tu n'es pas dans la même culture, tu es complètement déraciné. Et là, ce que tu ressens, c'est normal. Donc, il va falloir l'accepter. Puis, il va simplement falloir te faire une nouvelle routine. Parce qu'en fait, toi, ce qui te plaisait tant à Grenoble, c'était ta routine. Mais la routine, tu peux la refaire dans n'importe quel pays du monde. Tu vas te planifier un truc par semaine. Je m'en fiche de savoir ce que tu vas faire. Je m'en fiche que ce soit 1 heure de yoga le lundi à 8 heures, que ce soit un café avec ta cousine à 10 heures le mercredi. Juste, tu me planifies un truc par semaine à la même heure, la même journée. Et c'est non négociable. Je suis ressortie de là en me disant, je suis normale. Je ne suis pas la seule. Et c'est OK. Donc le premier truc que j'ai planifié, c'était de faire du yoga tous les lundis matins. Et ça n'a jamais changé. Sauf ce matin pour toi. J'en suis très honorée. Merci beaucoup. Et ça a commencé par des petites étapes. Et tu vois, finalement, cette psy, j'ai dû la voir 4 ou 5 fois. Parce qu'en fait, c'était moi qui avais les cartes en main. Elle m'a juste donné les clés. Elle m'a juste donné quelques petits réajustements à faire. Ouais. Elle m'a juste dit, mais trouve-toi des trucs qui te passionnent. Et en fait, c'est rigolo parce que ensuite, il y a des choses qui sont arrivées à moi parce que j'étais prête. Donc, j'ai eu des petits projets pro qui se sont dégoupillés. J'ai commencé à faire du yoga tous les lundis matins. J'ai commencé à avoir 1, puis 2, puis 3, puis 4 clients Instagram, mais qui n'étaient pas mon Insta, mais qui étaient ceux d'autres personnes. Crois-moi, ça commence à rythmer une semaine. De devoir aller faire des photos, de devoir aller faire du contenu, de devoir tout faire en anglais. Là, le game, c'était complètement autre chose. C'était, ok, là, tu vas devoir rendre des comptes à quelqu'un d'autre que toi, et puis tu vas aussi continuer à devoir prendre du temps pour toi, et en fait, ça a tout changé. Bien sûr. Donc là, tu nous parles de toi, parce que c'est fondamental. En fait, t'es l'adulte, t'es le pilier. Est-ce que tu as identifié que ça impactait ta maternité avec Gabriel ou pas du tout? Est-ce que tu arrivais quand même à être la mère que tu voulais être avec Gabriel pendant cette première année et demie à Bali ou est-ce que tu as des regrets sur cette période? Lui, je pense qu'il a pas spécialement été impacté, mais inconsciemment, comme moi, j'étais pas hyper épanouie et que forcément, je devais reprocher cet état-là à mon chéri,
Je pense que peut-être que Gabriel a perçu cette instabilité et puis peut-être aussi qu'il y avait des moments où il y avait plus de conflits. Bali a été aussi extrêmement challengeant pour le couple. On était en décalage psychologique. Et puis, si tu veux, mon chéri, lui, il se disait, mais je comprends pas pourquoi elle le vit mal, ce moment. On a la mer, on a une piscine, elle peut aller se faire masser, on a une nanny, mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez elle? Puis pourquoi aussi elle me reproche de moi kiffer? Et en fait, moi, je comprenais juste pas pourquoi j'étais pas bien, tu vois. Et puis, c'est surtout que c'est ton choix. Donc, en plus, moi, je le disais à personne que j'allais mal. J'en parlais pas à ma mère, parce que en parler à son propre miroir, ça veut dire déjà se révéler une certaine forme de réalité que tu refuses d'accepter. Et c'est surtout peut-être l'entendre me dire, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée. Mes meilleures amies, elles étaient dans un bureau. Moi, je suis au bord de la plage et je pleurniche. Mais qui dit ça? Qui ose révéler les fesses sur un transat? Je suis pas heureuse. Donc en fait, moi, j'en ai parlé à personne de ça, à part à 2-3 personnes sur Bali et à part à la psy. Donc en fait, Gabriel, je pense qu'il était face à plein d'émotions. Je pense qu'avec lui, j'ai essayé quand même d'être la meilleure version de moi-même, mais avec des phases forcément où j'étais un peu perdue moi-même et j'essayais toujours de faire bonne figure. Mais au fond, un enfant ressent. Je trouve ça super intéressant tout ce que tu partages parce que je pense que beaucoup de gens fantasment l'expatriation en fonction de où on va. Comme tu dis, il y a beaucoup de projections. Elle est à Bali, les pieds dans le sable, et puis alors là, tous les clichés. Elle a une nanny, elle a rien à faire à part se faire masser, alors que il y a tellement de choses à faire, en fait. Ne serait-ce que trouver ses repères, mais au début, faire ses courses, ça prend 4 heures. Enfin, savoir où aller acheter le moindre truc. T'arrives avec un enfant d'1 an et demi. Tu vois, quand vous êtes arrivé sur ce point-là, est-ce que tu peux me dire, tu vois, comment tu t'es organisé pour lui? Donc moi, j'avais embarqué un max dans sa valise à lui. J'avais embarqué 2 ou 3 pots de lait. Donc il fallait assez rapidement trouver une bonne alternative. Là où ça a été extrêmement utile pour moi, toujours pareil, on a de la famille sur place qui est quand même là depuis 2-3 ans, donc qui maîtrise. Puis, il y a ce groupe WhatsApp des mamans françaises où en fait, tu peux poser n'importe quelle question, qui est génial et je leur en serai toujours reconnaissant. Cousins et cousines qui nous ont accueillis bras ouverts, ils nous avaient aussi mis sur un petit PDF où faire ses courses, où manger local pas cher. Donc, on avait, tu vois, déjà une petite feuille de route, ce qui est quand même extrêmement génial. Donc, moi, tout ce qui était à ma portée, et c'est aussi un luxe à Sanur, c'est de pouvoir marcher, c'était de pouvoir faire quelques courses en vélo. Donc, je partais avec un sac à dos et le panier. Les grosses courses, on les faisait tous ensemble. On avait acheté très rapidement une voiture parce qu'on se disait que c'était quand même vachement plus confortable d'avoir son propre siège auto et sa propre voiture, même si c'est pas du tout à la locale. On se voyait pas faire sans. Puis crois-moi, on n'a pas regretté notre choix à la première saison des pluies. On s'est dit qu'en fait, on pouvait rien faire d'autre que d'aller se promener dans des malls ou dans des centres commerciaux et qu'on y allait en voiture avec notre siège auto. Mais ouais, tout était pas évident, quoi. Ne serait-ce que d'aller acheter du pain, c'était une nouvelle logistique. C'est-à-dire que moi, j'attendais que la nanny soit là pendant la sieste pour prendre mon vélo, aller acheter du pain. Comment je fais à manger à mon fils? Bon, il avait 1 an et demi, donc il mangeait des morceaux, mais qu'est-ce que je lui fais en fait? J'étais paumée, donc j'ai dû acheter un robot ménager pour pouvoir refaire un peu de purée, des compotes. Et puis j'ai dû aussi appréhender la nouvelle nourriture locale, tu vois, donc les fruits, les légumes, comment je fais? Est-ce que je peux utiliser de l'eau du robinet pour faire cuire mes pâtes? Tout était une réflexion. Donc les premiers temps, j'ai acheté un énorme galon d'eau que j'utilisais que pour la cuisson des aliments. Je nettoyais ma salade à l'eau du galon. Ça a demandé quand même beaucoup plus de réflexion. Et puis il fallait que ça soit planifié. Il fallait qu'on fasse les courses tel jour avec la voiture qui était conduite par mon chéri, parce que moi je me sentais pas capable de. J'étais dépendante, quoi. Mais bien sûr. J'étais beaucoup moins autonome, à part pour aller me promener en poussette sur la plage. Mais si tu veux, même moi, quand je réfléchissais à j'ai besoin de ça, comment je vais faire pour y accéder, tu vois? Ça veut dire qu'il faut que je fasse garder mon enfant, car je ne veux pas le prendre sur un scooter. Enfin voilà, c'était toute une logistique. Puis moi j'avais peur aussi. C'est-à-dire qu'en France, en pleine nuit, t'as un problème avec ton enfant, t'appelles le SAMU, t'appelles les pompiers. Là, j'appelle qui, en fait? À Bali, t'appelles un organisme local qui va te répondre en indonésien dans un langage médical. Même moi, aujourd'hui, je suis pas sûre de réussir. Alors, bien sûr, je vais réussir à me faire comprendre. Mais j'ai compris après coup qu'en fait, t'as un souci, mais tu vas à l'hôpital, en fait. Tu vas aux urgences tout de suite. Tu peux pas compter sur les pompiers ou le SAMU. C'est tu prends ton enfant dans les bras, tu te commandes un taxi en pleine nuit et tu vas à l'hôpital. Mais tout ça, t'en sais rien. Donc, des fois, je m'endormais la nuit et je me disais, oh purée, s'il arrive quelque chose, je fais quoi?
Donc j'étais tout le temps un peu en état d'alerte. Et en fait, ça, mentalement, c'est épuisant. On vivait des moments géniaux, tu vois, mais c'était tout le temps ponctué de petits doutes, de petites craintes, de peur. Tu vois, il y avait beaucoup de peur, moi. Le temps passe, cette année et demie se passe. Toi, tu fais ces rencontres qui te font du bien. Le paysage s'éclaircit. J'aimerais savoir à quel moment vous décidez donc de rester un peu plus longtemps. Comment arrive cette question du deuxième enfant? Et surtout, toi, quel a été le switch pour te dire, en fait, je me sens capable, je vais être capable, j'ai pris mes repères, je me sens suffisamment bien pour maintenant revivre une maternité à l'étranger qui, de fait, va être totalement différente. Donc là, le deal, c'était OK, on reste 1 an à Bali. Bon, j'ai bien compris que la deadline était dépassée. OK pour quelques mois supplémentaires, mais le jour où on aura un deuxième enfant, parce que c'était un petit peu notre schéma familial, le jour où on décide de lancer bébé numéro 2, je ne veux pas faire ma grossesse à Bali et encore moins accoucher à Bali. Donc ce qui nous fait rester plus longtemps à Bali, c'est que mon chéri finit par avoir un super job. Donc je lui dis, OK banco, de toute façon, même moi de mon côté, il y a des choses qui se débloquent. On prolonge le séjour. Puis moi, en parallèle, évidemment, je suis toujours sur ce groupe de mamans. J'ai autour de moi, forcément, des copines qui tombent enceintes et qui vivent leur grossesse à Bali. Et tu sais, moi, j'ai vécu une grossesse en France, donc je sais ce que c'est. Et je voyais les filles se faire aider avec leur premier enfant. Et je voyais les femmes enceintes aller se faire masser, aller se détendre et lire un livre sur la plage. Puis je me disais, c'est pas pire, une grossesse à Bali. Qu'est-ce qui me fait peur là-dedans ? Le suivi, ça a l'air d'être pas trop mal, tu vois. Et en même temps, je me disais, OK, je me ferais peut-être contrôler en France au début de la grossesse et je ferais peut-être la fin de grossesse en France. Mais finalement, le deuxième trimestre, c'est quand même le plus cool. Est-ce que ce serait pas le kiff de pouvoir se faire chouchouter et d'avoir une très bonne excuse de le faire parce que je suis enceinte ? Donc là, je me renseigne quand même, tu vois. Je me dis, faudrait quand même peut-être se renseigner avant de se lancer dans cette aventure. Puis, tu vois, j'ai l'expérience de 2-3 mamans qui se font suivre par un obstétricien à Bali qui a l'air d'être quand même vachement calé sur les femmes françaises, expats, tu vois, les corps des occidentales qui n'est pas le même que les corps des indonésiennes, avec un bassin quand même assez étroit et avec une césarienne qui est quand même souvent mise en priorité et qui est quand même souvent proposée. Et moi, j'arrive avec un premier bébé, une première grossesse et un premier accouchement par voie basse, sans complications quelconques. Et je me dis, non, mais moi, j'ai pas envie de faire une césarienne à Bali, j'ai pas envie de faire une césarienne. Donc bref, je commence à vendre le truc comme ça. Why not une grossesse à Bali, mais un accouchement en France ? Puis je tombe enceinte. Les débuts de la grossesse se font. La coïncidence fait qu'à 3 mois de la grossesse, on rentre en France parce qu'on rentre 1 fois par an en France. Et là, je me dis, génial, je vais pouvoir faire l'écho des 3 mois en France, la prise de sang ultra complète en France. J'avais déjà fait l'écho de datation à Bali. J'avais déjà fait les prises de sang à Bali avant les 3 mois. Mais ça me rassurait vachement. Et là, à Bali, tu t'étais rapprochée de quel établissement ? C'était grâce à tes copines mamans, tu avais identifié un établissement. Est-ce qu'il y a un établissement de référence pour les mamans étrangères à Bali ? C'est à Denpasar ? Je m'étais renseignée auprès de certaines mamans qui parlaient accouchement et moi je commençais tout juste à être enceinte. Il y a eu forcément certains warnings et j'ai pris contact avec l'une d'entre elles qui expliquait qu'elle avait fait un accouchement avec un certain obstétricien, qu'elle en était extrêmement contente, qu'il avait écouté son projet de naissance. Moi du coup j'ai contacté cette fille en privé. Je lui ai dit coucou, je suis enceinte. Mon projet c'est d'accoucher en France. Est-ce que vraiment il est bien ? Est-ce que vraiment tu me le conseilles si jamais mon projet viendrait à changer ? Elle me fait un vocal de 10 minutes et elle m'explique tout son accouchement. Et elle me dit, honnêtement, je suis arrivée à Bali pour le reste de ma grossesse, j'y ai passé mon accouchement et tout s'est fait avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Je garde un meilleur souvenir de mon expérience à Bali que de ma première écho en France. Alors que moi, tu vois, je garde un très bon souvenir de mon accouchement et de mon suivi en France. Tout s'est super bien passé, j'ai été super suivie. Donc je me suis dit, OK. Donc là, le petit obstétricien dans l'hôpital à Denpasar, c'est un hôpital international parmi tant d'autres. Donc pour répondre à ta question, il n'en existe pas un seul. Il existe plusieurs hôpitaux internationaux où il y a beaucoup de mamans qui vont accoucher.
C'est encore une fois le bouche à oreille, les expériences des unes et des autres qui vont être partagées, qui vont aussi déterminer ton choix. Et tu vois, moi, son témoignage à elle, plus celui d'une autre copine, a réussi à me convaincre de partir avec lui. Et donc, spontanément, pour l'échographie de datation, la prise de sang, je suis allée le voir lui, et ça s'est super bien passé. C'est un Indonésien qui parle très bien anglais, qui est quand même plutôt souriant, qui est quand même plutôt rassurant. Et en fait, si tu veux, il m'a mise tout de suite à l'aise. Et comme j'avais déjà vécu un premier accouchement, que je savais ce que c'était, forcément, j'avais déjà des questions qui étaient concrètes. À Bali, il y a des choses qui se font pas spécialement vérifier. Tu vois, la prise de sang contre La toxoplasmose? Exactement. La prise de sang pour la toxoplasmose, elle se fait pas spécialement spontanément. Donc tu vois, moi c'est moi qui lui ai demandé, est-ce que vous pourriez me tester contre ça? Il était un peu surpris, tu vois, il me disait ah ouais bon bah Bali on le fait pas trop souvent. Donc ça s'est super bien passé pour la première écho. Au 3e mois, on est rentré en France, on a fait l'écho des 3 mois, la prise de sang des 3 mois, on a annoncé la bonne nouvelle en France, parce que c'était le super bon timing. On est rentré à Bali aux 4 mois de la grossesse, et à Bali, en fait, on te fait des échographies tous les mois. Tous les mois, on discutait, on le voyait, et donc, ça, si tu veux, ça a créé aussi un lien assez particulier, une relation assez particulière aussi avec lui, parce qu'en fait, moi, en France, j'en avais eu 2 des échographies, tu vois. J'en avais eu 3, c'est du compte celle de datation. Donc, ça te met aussi dans un autre contexte. Là, on rendait visite à notre bébé tous les mois. Et avec l'obstétricien, qui était presque devenu, on va pas dire un pote, mais on le voyait quand même tous les mois. Et puis je savais que ça allait être lui qui allait m'accoucher. Donc on entretenait quand même une relation qui était assez privilégiée. C'était mon échographe, c'était mon gynécologue, c'était mon obstétricien. Ça allait être la personne qui allait mettre au monde notre bébé. On a construit en 9 mois une relation avec lui qui est quand même privilégiée et qui n'est pas le cas en France. Et d'apprendre à la découvrir chaque mois au moment où tu vas voir ton bébé, parler du bébé, parler de ton poids, parler de la croissance. Et je trouve que c'est beau, tu vois. Je comprends, nous aussi au Japon, on a un suivi quasiment mensuel et puis sur la fin, ça s'intensifie énormément. On y va quasiment tous les 15 jours. C'est très encadré, très suivi. Et il y a beaucoup d'imagerie aussi et c'est vrai que c'est très chouette. Tu dirais que tu as eu une belle grossesse? J'ai eu une belle grossesse au sens où il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu... tout s'est très bien passé. Quand j'étais enceinte, Gabrielle allait déjà à l'école puisque ils ont 4 ans d'écart. Donc si tu veux, Gabrielle allait à l'école. Moi, la journée, finalement, j'avais du temps pour travailler et du temps pour me reposer et sans culpabiliser. Et quand j'avais mal quelque part, je me faisais masser et ça, c'était génial. Donc la grossesse, elle était belle, elle était reposante, elle était quand même challengeante parce que bah forcément, même si j'ai une nanny, je reste la maman de Gabrielle. Donc Gabrielle, c'est l'histoire avec maman. Gabrielle, c'est dîner avec maman. Gabrielle, c'est les moments avec maman. Donc forcément, bah comme toutes les mères de tout l'univers, bah tu devais quand même redoubler d'énergie pour quand même surveiller ton enfant et t'en occuper. J'ai aussi souvenir que c'était comme pour Gabrielle, c'est-à-dire que c'était pas un état dans lequel je me le sentais le mieux. Pour être tout à fait honnête, la grossesse, c'est pas un état où je me sens vraiment moi-même. Pourtant, tu vois, physiquement, je prends pas beaucoup de poids pour mes 2 grossesses. Je suis même plutôt rayonnante si t'écoutes les gens de mon entourage qui me trouvent un glow. D'un point de vue psychologique et tout, je me sens pas moi-même, tu vois. Je me sens pas vraiment appartenir à mon corps. Tu sais, c'est comme si j'étais un peu détachée. Et d'un point de vue regard des autres, est-ce que à Bali, il y a une attention particulière portée à la femme enceinte? Tu parlais tout à l'heure du fait que c'est une île avec des énergies, avec une forte spiritualité. Est-ce que tu vois, quand tu te balades dans la rue, est-ce qu'on s'approche de toi pour te parler de cette grossesse? Est-ce que, je sais pas, il y a des femmes peut-être qui viennent, qui veulent te toucher? Tu vois, c'est comment le rapport à cette grossesse et à ton corps de femme étrangère dans ce pays? Tu vois, est-ce que les gens ont une curiosité, une douceur, une crainte? Comment tu navigues là-dedans? De base, les gens ont une douceur et une bienveillance innée, et encore plus chez la femme enceinte. Dans la rue, on me regarde avec sourire et bienveillance. Il y a certaines hiboux plus âgées qui vont me toucher le ventre, et comme elles sont âgées, ben je vais l'accepter, tu vois, je vais pas m'offusquer. Les femmes un peu plus jeunes ne vont pas me toucher, mais vont me regarder, vont me dire que je suis belle. Elles vont m'appeler Boumil dans la rue. Boumil, c'est la femme enceinte. Donc bien sûr, ça attire beaucoup de bienveillance et beaucoup de sourire et d'intérêt, mais pas de gestes déplacés, pas plus d'interrogations à part pour savoir si tout se passe bien, si je suis en bonne santé, si c'est le premier, si c'est le deuxième. Forcément, les enfants, ils sont sacrés ici.
c'est la divinité, c'est l'accomplissement de la femme, de l'amour, du couple. Donc, de voir une femme enceinte, c'est évidemment l'arrivée d'un nouveau-né et donc c'est merveilleux. Est-ce que tu peux nous raconter succinctement ton accouchement, puisque là tu nous dis que ce gynécologue obstétricien, vous avez bon contact, vous vous voyez souvent, tu sais que c'est lui qui va t'accoucher. Donc j'aimerais que tu nous dises est-ce que l'accouchement que tu t'étais un peu imaginé dans ta tête s'est passé comme prévu ou pas du tout? Est-ce qu'on t'a proposé des choses un peu insolites ou pas du tout? Est-ce que c'était comme pour ton aîné, d'un point de vue, je dirais, purement médical, hein, parce que les deux enfants sont bien distincts, donc les ressentis et les expériences sont distinctes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe d'enfanter à Bali? Alors mon accouchement, mon incroyable accouchement, non, je ne l'avais pas projeté de toute façon. Moi, mon seul souhait, et peu importe ce qui m'arrivait à moi, hein, j'entends césarienne d'urgence, hémorragie, etc. Moi, ma seule crainte, c'était surtout que mon bébé aille bien. Tu vois, j'avais déjà ce sentiment pour Gabriel. Je me disais pas que j'avais peur d'accoucher pour moi-même, parce que vraiment, hein, j'ai cette image de peu importe ce qui m'arrive à moi et à mon corps, peu importe les dégâts. Alors je pensais pas à la mort, hein, évidemment, mais je me disais peu importe ce qu'il arrive, moi je veux juste que mon bébé soit dans mes bras et vivant. C'était mon seul objectif. Je me posais pas trop de questions sur l'accouchement. Si ça se passait bien et sans trop de conséquences, c'était formidable. Mais bon, moi mon goal c'était surtout que mon enfant soit en bonne santé. L'accouchement, quelques jours avant la date, forcément, je prenais le moins de risques possible. Je me déplaçais moins en voiture parce que moi, que ce soit pour ma première ou deuxième grossesse, j'avais un peu de mal à gérer les secousses en transport. Donc déjà, j'avais clairement dit, moi, les sorties inutiles en voiture qui durent plus de 10 minutes, je refuse, je ne fais plus. Puis bon, quand même, à la fin de la grossesse, je trouve un peu le temps long, tu vois. Et mon chéri a son boss qui fête son anniversaire dans une villa incroyable à Ubud, et je lui dis on ne peut pas y aller en fait, je vais accoucher cette semaine, c'est sûr, on ne peut pas prendre le risque. Mais je m'ennuie tellement sur mon canapé à attendre que ça arrive que last minute, je lui dis allons à cet anniversaire. De toute façon, au pire, on reste que quelques heures. Moi, j'ai juste besoin de rentrer vers 23h à la maison pour dormir. On met le sac de maternité dans le coffre au cas où, parce que mieux vaut être sûr. On va à cet anniversaire, je me maquille, je me coiffe, je me mets une robe rouge. On va à cette soirée, tout le monde s'amuse de mon gros ventre. Ah c'est pour bientôt. Puis là, je commence à fatiguer, commence à avoir un petit peu mal au ventre. Je dis à mon chéri, allez, on va rentrer parce qu'on est quand même pas à côté de Ubud. On prend la voiture, on a environ 40 minutes de route jusqu'à Sanur. Et là, je commence à avoir un peu mal au ventre. Rien de farfelu, rien de choquant, tu vois, mais ça s'arrête. Et comme on a 40 minutes de route et qu'il y a dans la voiture l'horloge digitale, j'ai quand même le temps de voir que pile 10 minutes après, j'ai encore un petit peu mal au ventre. Donc là, je commence à dire à mon chéri, c'est quand même bizarre, j'arrive pas à comprendre si c'est des contractions, si c'est le fait d'avoir un peu trop forcé. Je suis restée beaucoup debout à cette soirée. Donc là, je commence à dire, bon, là, c'est la deuxième peut-être contraction, on va attendre encore de voir. Et là, 10 minutes après, mais de manière très fixe, je contracte. Mais c'est pas extrêmement douloureux, mais je contracte quand même toutes les 10 minutes. Donc là, je dis, c'est quand même peut-être plus prudent qu'avant de rentrer à la maison, on aille directement faire un petit contrôle pour être sûr, même un petit monitoring, tu vois, juste vérifier que ce soit des contractions, tu vois. On est dans la voiture, le sac est dans le coffre, j'envoie un message à mon obstétricien, 22h30, c'est quand même assez drôle. Il est 22h30, il me répond. Il me dit, 10 minutes, toutes des contractions, t'es à terme. Ok, tu vas faire un petit contrôle, viens aux urgences. Donc on arrive, moi, robe de soirée, rouge à lèvres rouges, les yeux en papillon, les cheveux coiffés. Mon mec, limite, alors on va pas dire costume, mais all black. On arrive, genre on est overdress, tu vois, on est vraiment pimpé de ouf à 23h. Bonjour. Moi je rigole, hein. En plus, tu sais, moi je suis trop bien, je suis trop fraîche. Mon mec, il se dit quand même que je suis l'air quand même beaucoup trop relax pour un travail qui commence, tu vois. Je leur explique. On m'allonge sur un petit brancard dans les urgences, les rideaux qui séparent les petits coins de chacun des patients. Le monitoring confirme que j'ai des contractions. On me garde. Dans les 5 minutes où j'ai le petit bracelet, je perds les os sur le brancard.
Et là, tout s'accélère parce qu'en fait, jusqu'à présent, je me marrais, j'avais des contractions qui étaient largement supportables. Sauf que quand tu perds les os et qu'on te dit ah oui ok attendez on va chercher machin et tout, là ça commençait à durer, c'est-à-dire que j'étais dans ma robe, dans mes os, il se passait plus rien et là par contre les contractions c'était plus les mêmes blagues. Là, je commençais vraiment à avoir mal. Donc, j'ai commencé à essayer de leur dire qu'il fallait accélérer un peu le process. Donc, je t'épargne le nombre de minutes, mais ils ont fini quand même par me mettre en salle d'accouchement, mais c'était un peu plus long que ce que j'imaginais. Je me change, je mets la blouse, etc. Et moi, je me comprends pas pourquoi mon obstétricien n'est pas là. Je me dis, mais il est censé être là, en fait. Pourquoi il vient pas? Moi, je pensais que dès que j'allais arriver aux urgences, lui, il allait débarquer. Mais en fait, pas du tout. Lui, il est en échange avec le staff qui leur dit, bon, là, elle est dilatée à temps. En fait, lui, il va arriver au moment où le travail commence. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, j'arrive dans la salle d'accouchement, j'ai mal. Je crie, je demande qu'on me pose la péridurale parce que je souffre et que ça peut plus durer. Sauf qu'il est minuit. Jean-Mich de la péri, il est pas là. Tu savais ça? Non, je savais pas. Je savais pas qu'il allait pas être là, mais que si j'avais besoin, il pouvait arriver, mais que, en fait, le temps qu'il arrive, qu'on me pose la péridurale, j'aurais déjà accouché. Et là, Dieu arrive, mon obstétricien, à chaque contraction, je crie. C'est-à-dire que l'animal qui est en moi ressort. J'extériorise. Je sais pas comment gérer ma douleur et il y a personne. Donc, mon obstétricien arrive, il m'ausculte, je lui demande la péridurale et il me dit, si il arrive dans un quart d'heure qu'on te pose la péridurale qui fera effet dans 30 minutes, tu auras déjà accouché pour moi. Donc, on oublie. Donc là, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, tu me conseilles de ne pas la faire? Il me dit, je te conseille de ne pas la faire. Et donc, je l'écoute. Vraiment, je plonge mes yeux dans les siens et je vois vraiment qu'il m'assure que ça ne sert à rien de la faire, que j'aurais accouché avant et que c'est mieux pour moi d'accoucher sans péridurale. Donc là, je prends le risque de l'écouter. C'est dans les normes, ça? Est-ce que c'est dans les us et coutumes des femmes, localement, d'accoucher sans péridurale? Parce que tout à l'heure, tu nous parlais beaucoup de la césarienne. La plupart des Indonésiennes accouchent en césarienne. Je pense que c'est un accouchement qui est mieux maîtrisé par les obstétriciens. Parmi mes 2 nannies, une a accouché par voie basse et une a accouché par césarienne. Et quand je demande à ma nanny qui a accouché par césarienne pourquoi elle l'a fait, elle m'a dit qu'elle avait peur d'avoir mal. Donc en fait, beaucoup choisissent ce choix pensant que ça ne fait pas mal, alors qu'on sait quand même que c'est un accouchement qui est douloureux. Mais dans les normes et dans les coutumes, visiblement, ça semble plus facile de pratiquer la césarienne. Et il y a en parallèle aussi, on va dire, d'un point de vue économique pour les expatriés, peut-être un business aussi de la césarienne parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent. C'est aussi la raison pour laquelle je m'étais vraiment renseignée sur l'honnêteté de cet obstétricien-là et sur sa vision de la chose. Donc, je te la fais en courte. Je refuse la péridurale. Je lui fais confiance. Je hurle. Il m'explique que, en fait, je suis en train de pousser de la mauvaise des manières parce que je crie et que je pousse dans la bouche, mais que du coup, je ne pousse pas par le bas. Il me donne juste le conseil d'arrêter de crier, d'extérioriser par la bouche, mais d'essayer de pousser par le bas. Je l'écoute. Ça me paraît absolument interminable, mais en vrai, c'est très rapide. Je pense qu'il doit y avoir au final 4 contractions vraiment extrêmement douloureuses où j'arrête de crier, mais où je pousse. Et là, mon enfant arrive et je sens tout. En fait, je sens tout ce que je n'avais jamais senti pour Gabriel parce que j'étais sous péridurale et où je poussais, et j'avais poussé pendant 1h15 pendant mon accouchement avec Gabriel. C'est-à-dire qu'on a dû utiliser la ventouse parce que ça ne sortait pas. J'ai vécu un premier accouchement avec une poussée très très longue, / un deuxième accouchement avec des douleurs inimaginables, mais par contre où je sentais exactement les contractions et je savais quand il fallait pousser. Et quand il a fini par sortir, waouh, quel soulagement. Et ça y est, il était là et je l'avais fait. Et il n'y avait même pas d'étrier. J'avais une femme à ma gauche, une femme à ma droite qui me tenait les pieds, les jambes et l'obstétricien au milieu qui me briefait et qui me guidait, tu vois. On était en pleine nuit. Il y avait personne d'autre que moi dans l'hôpital, c'était un silence, c'était un monde parallèle. 3 heures avant, on était à une soirée, il y avait des feux d'artifice. Et là, j'ai accouché de mon 2e bébé à Bali. Et on se regarde et on se dit, on l'a fait, il est là, il va bien. Et j'ai accouché à Bali sans péridurale. Et c'était pas prévu, quoi. Et je suis tellement fière de mon accouchement. Bah, tu peux, parce que c'est un sacré challenge quand même. Tellement fière de ce qui s'est passé, je suis tellement fière d'avoir pu ressentir cette douleur et d'avoir senti son passage. Rien n'était prévu. Moi qui planifiais ma vie, moi qui avais des to-do list, moi qui avait tendance à tout prévoir à l'avance, ça c'était pas prévu. D'accoucher après une soirée,
sans péridurale. On était mon chéri, on était l'obstétricien, on était moi. Et d'ailleurs, je sais même plus si elles étaient une ou deux à me tenir les jambes. C'est flou, mais on était un petit cercle, tu vois. Et c'était beau parce que une fois qu'il était là, il y avait plus aucun bruit. Il y avait juste un enfant qui pleure un petit coup, puis après, il me le pose sur moi. Et là, ça y est, il est né. Et on a fait ça dans le plus grand des secrets, tu vois. Bien sûr. Est-ce que cette bulle de cette naissance, est-ce que ça s'est prolongé comme ça pendant ton séjour? Eh ben, ça a été quand même assez rapide parce qu'en fait, comme tout s'est bien passé, que j'avais pas eu en plus de dégâts collatéraux ou pas de raison de rester super longtemps, en fait, on est resté 2 nuits, il me semble. D'accord. Et on est rentré très vite à la maison. C'est la norme, ça? Il y a pas de norme. En fait, c'est en fonction de la maman, de son état, de ce qu'elle veut et de l'état du bébé. Il y avait pas de raison que je reste. Et puis, je pense que moi, j'avais envie de rentrer. Donc, Gabriel est venu voir son petit frère dès le lendemain. On a eu les deux, c'est-à-dire qu'on a eu le temps de se retrouver que tous les trois, dans le calme, pour que je puisse me remettre, manger mes sushis, lancer l'allaitement, le deuxième. Il y a eu ce moment où Gabriel est venu nous voir avec la famille, où ils sont restés 1 heure ou 2, puis ils sont repartis avec lui, et puis on a retrouvé aussi cette parenthèse que tous les trois. On en avait besoin, tu vois, de ce calme avant. Alors c'est pas le calme avant la tempête, mais c'est le calme avant la vraie vie. Et puis on est arrivé avec notre bébé dans la voiture, le siège auto, et tous les mécanismes qui recommencent et les gestes qui sont plus fluides, des automatismes. Ouais, c'était vraiment l'allaitement, il a roulé tout de suite, quoi. Là où il avait mis du temps à se mettre en place pour Gabriel, là on avait un bébé qui tétait bien, et qui m'a lancé la montée de lait. Tout était beaucoup plus fluide. Donc le séjour à la maternité, il a juste été rassurant sur mon état de santé à moi, sur l'état de santé de Sacha. Et comme il y avait rien qui nous poussait à rester, on est rentré à la maison. Donc c'était un accouchement express et un séjour à la maternité de 48 heures avec un retour à la maison plutôt serein avec ma nanny qui m'attendait, prêt à m'aider, qui avait suivi toute ma grossesse, qui attendait qu'une chose, c'était de faire la rencontre de ce bébé et qui le dévorait des yeux mais qui n'a pas pris la place. C'est-à-dire que précisément à mon retour à la maison, mon objectif, c'était de m'occuper de mon bébé et j'avais le relais de quelqu'un qui pouvait m'aider à la maison. J'ai vraiment souvenir d'un postpartum assez léger. Un postpartum plus doux que le premier. Ouais. Un allaitement qui roule, un Gabriel qui va à l'école la journée, une nanny qui reste au quotidien pour me relayer. Moi, en fait, à ce moment-là, je sais que pendant le premier mois d'or, je vais juste gérer mon allaitement, m'occuper de mon fils quand il revient de l'école, pouvoir me laver, pouvoir faire des siestes. J'ai tout arrêté je voulais vraiment pendant 3 mois ne plus avoir de travail, donc j'avais suspendu mes clients pour me dédier vraiment corps et âme à mes enfants. J'avais pas eu de mois d'or avec Gabriel parce que je ne connaissais pas le mois d'or pour mon premier bébé. J'en ai entendu parler bien après le mois d'or et je m'étais dit ok, ce mois d'or je le veux, je l'aurai. Donc je l'ai eu façon Bali, c'est-à-dire que je mangeais pas spécialement des dalles de lentilles corail sous mon plaid, mais j'ai eu du temps pour moi et pour me reposer. Je comprends. Est-ce qu'il y a des ressources, tu vois, les femmes balinaises, quand elles accouchent, quand elles rentrent chez elles, ça se passe comment? Est-ce qu'on compte principalement sur la communauté et l'entourage proche, ou est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des services municipaux? Est-ce qu'il y a des gens qui se déplacent, tu vois, quand on dit 48 heures après je rentre chez moi, est-ce qu'il y a un contrôle médical ou c'est à toi de te déplacer et de retourner à l'hôpital? Ça se passe comment, ça? Ce que je sais, c'est que à Bali, beaucoup de mamans comptent sur leur papa ou leur maman, donc c'est les grands-parents qui vont beaucoup gérer. Je connais beaucoup de mamans indonésiennes qui très vite sont reparties travailler et l'éducation des enfants s'est faite par les parents de la maman. Par exemple, ma nanny est retournée travailler assez rapidement. Quand je te dis assez rapidement, c'est peut-être quand même pas avant les 6 mois de l'enfant, mais à partir des 6 mois de l'enfant, c'est les grands-parents qui élèvent, qui relaient beaucoup les mamans. En ce qui concerne les femmes expats, il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous et ça, on en entend parler encore une fois, via les groupes WhatsApp, via les échanges quotidiens qu'on peut avoir avec d'autres mamans. Donc, je pense notamment aux doulas, je pense notamment aux sages-femmes, je pense notamment aux dames qui sont spécialisées dans la lactation. Donc moi, typiquement, une fois, j'avais la poitrine qui me faisait mal, j'ai ouï dire d'une personne qui faisait des massages spéciaux allaitement. Donc, il y a une dame qui est venue à la maison un soir et qui m'a massé pendant 1 heure. Elle m'a vraiment soulagé le dos, les épaules et la poitrine.
Donc ça s'est passé comme ça. Et puis à Bali, il y a aussi beaucoup de possibilités. Donc comme je te le disais, la doula, les soins rebozo. Il y a plein de choses vraiment nature, sur l'accompagnement. Il y a beaucoup de possibilités et de conseils que tu reçois, des conseils traditionnels, tu vois, du genre t'as mal au sein, mets-toi des feuilles de chou. Tu vois, j'avais des conseils qu'on me donnait d'indonésiennes, tu vois. T'en avais jamais entendu parler, ça, du chou sur les seins? Non, moi je connaissais les coquillages. Elle te donne d'autres conseils aussi, mais moi j'ai pas eu trop de soucis pour l'allaitement. Il s'est très vite mis en place. Et quand j'avais des questions, généralement sur l'allaitement ou autre, pareil, hop, téléphone, WhatsApp. T'envoies un WhatsApp à la sage-femme, elle te répond dans la minute. T'envoies un WhatsApp à la copine, elle te répond à la minute. En fait, tu vas chercher toi les informations que tu récupères sur ton téléphone. C'est intéressant moins de savoir que ça existe, qu'il y a des ressources, qu'elles sont rapidement identifiables, surtout quand tu parles à cette communauté de mamans, et que ce sont des ressources qui sont, familières à une femme française. Tu as fait un beau lien avec la prochaine rubrique du podcast. C'est une rubrique que j'adore. On va parler de cette parentalité à l'étranger via les traditions et les routines locales. Je demande toujours à mes invités les fêtes et les traditions ou les coutumes locales qu'elles aiment célébrer avec leur famille. Alors, il y a énormément de traditions et de fêtes locales, beaucoup plus que nous, occidentaux, et j'aime dire aussi, en ce qui me concerne moi, chrétienne, l'enfant est un don, en fait, déjà pour les Indonésiens. La place de l'enfant est absolument incroyable, et c'est un être à part dont ils prennent soin, mais comme la prunelle de leurs yeux, à tel point que l'enfant à Bali ne touche pas le sol jusqu'à ses 6 mois. En fait, il y a d'énormes rituels pour le bébé que j'ai pas du tout mis en place moi pour mon fils. Donc l'enfant, si tu veux, prend sa place à ses 3 mois et jusqu'à 6 mois ne touche pas le sol. C'est-à-dire que nous, en France, où on a tendance à mettre l'enfant sur le tapis d'éveil pour qu'il s'éveille, le sol est considéré presque comme impur pour l'enfant qui, lui, est un esprit pur. Le sol est considéré comme quelque chose, tu vois, qui fait partie de l'humain, de l'homme dans ses démarches d'homme. L'enfant, jusqu'à ce qu'il ait 6 mois, c'est un esprit pur, donc il ne peut pas toucher le sol. Après, tu as des étapes de rasage de cheveux. L'enfant né va avoir les cheveux rasés, c'est une preuve de purification. Moi, clairement, j'ai pas rasé les les cheveux de mon fils. Et t'as plein de petits rituels vraiment liés à l'enfant. Donc, si tu veux, moi, je vais pouvoir te parler d'une cérémonie que j'ai faite liée à l'enfant et à la famille. Et après, je pourrais t'évoquer les cérémonies plus connues et plus globales qu'on célèbre chaque année, un peu comme Noël, tu vois. Donc moi, ce que j'ai fait, et je sais que c'est quelque chose qui t'intrigue, c'est la cérémonie du placenta, qui s'appelle le Hari Hari. C'est simplement la traduction littérale de placenta en indonésien. En fait, quand tu accouches, tu as le droit de garder ton placenta. On te le demande, hein. On met le placenta après ton accouchement dans une boîte conçue à cet effet. On te demande, est-ce que tu veux le garder pour en faire des comprimés, ou est-ce que tu veux le garder à usage de tradition et de cérémonie? Je te cache pas que sur le moment, je m'étais pas vraiment posé la question, mais je leur ai dit de le garder. Donc, ils me l'ont simplement mis dans mon petit frigo, dans ma chambre d'hôpital. Donc, j'avais le petit placenta dans un pot dans mon frigo, tu vois, comme un petit Pokéball de postpartum. Et donc, quand on est arrivé à la maison, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon frigo et j'en ai parlé à mes nannies. Et donc, elles m'ont dit, écoute, nous, en tout cas, ça nous ferait plaisir de t'organiser le Hari Hari. Et quand elles m'ont dit ça, quand je me suis dit que c'était elles qui allaient le faire, je me suis dit, mais bien sûr, c'est une évidence, on va le faire. C'est ma famille. C'est ma famille qui me propose d'organiser cette cérémonie du placenta. Parce que si tu veux, pour te resituer, le placenta, pour les balinés, c'est un peu comme l'ami ou le frère spirituel du bébé. C'est celui qui t'a accompagné, qui a accompagné l'enfant pendant toute la grossesse. Et en fait, on peut pas le jeter comme un vulgaire morceau de viande. En fait, c'est l'ami spirituel de l'enfant. On lui doit respect et on lui doit un bel hommage aussi pour que, mine de rien, il nous accompagne dans la vie de l'enfant. Donc en fait, si tu veux, il va y avoir tout un rituel où en fait on va laver le placenta et souvent c'est le papa qui s'y colle. Donc mon chaton a lavé le placenta dans une baignoire. Donc forcément c'est un geste qui impressionne, hein, t'enlèves le sang du placenta. Les filles cassent une noix de coco en deux, vident la noix de coco
coco de son jus. On ouvre la noix de coco, on dépose le placenta dans la noix de coco, on referme la noix de coco, on l'enroule de plusieurs choses, donc d'un petit bouquet de fleurs que j'ai préparé moi-même, de mots que j'ai écrits sur un morceau de papier, donc en l'occurrence le prénom de mon fils. Donc moi je fais le don de fleurs et du prénom de mon fils. On enroule le placenta, la noix de coco dans un lange blanc, puis de feuilles de coconut, de noix de coco, etc. Donc c'est tout un rituel que les filles ont fait, que mes nannies ont fait sous mes yeux. Et en fait, en fonction du sexe de l'enfant, tu le places soit à gauche, soit à droite de l'entrée de ta maison. Tu l'enterres. Tu mets une plante si tu veux. Donc nous, on a choisi une plante grasse qu'on a mis juste devant notre maison. Et en fait, tu peux y déposer des fleurs, des offrandes, des bougies, des cadeaux. Et en fait, tous les jours, pendant quelques jours, tu vas déposer une offrande, un geste, un cadeau aux frères, sœurs spirituels de ton bébé. Et c'est comme ça, tu lui rends hommage. C'est un être à part. On doit le remercier. C'est celui qui va protéger l'enfant. Donc en fait, si tu lui rends hommage, mine de rien, d'une certaine manière, il va te rendre certainement l'appareil. C'est une belle cérémonie qu'on a faite en famille. On était vraiment que mes deux nannies, mon mari. Gabriel était pas là, il était à l'école. Et en fait, c'était trop beau, quoi. Ouais, je trouve ça magnifique. Est venu le moment où on a dû déménager, tu vois. On a récupéré la plante parce que c'était la plante que l'on avait mis au-dessus et c'était pour nous, c'était ça qui était symbolique. Donc c'est beau, tu vois. Et ça, vraiment, moi, je te cite que ça. Mais alors, si tu veux, à 0, 3 mois, 6 mois, il y a à chaque fois quelque chose qui va se passer. Donc en fait, il y a vraiment un cycle de la vie de la femme enceinte à la naissance, au mariage, à l'adolescence. Enfin, il y a un énorme cycle. Et il y a un endroit à Bali que j'ai visité. Et en fait, c'est un musée comme ça qui est dans le nord de l'île. Et t'as toutes les étapes qui sont mises en avant, les étapes de la vie, tu vois, jusqu'à la mort, quoi. Et chaque étape de la vie est vraiment célébrée à Bali. Et pour répondre à la question de quelle fête on adore célébrer, je vais t'en citer 2. Galungan et Nyepi. Alors Galungan, c'est quoi? En fait, c'est la célébration du bien sur le mal. Et donc en fait, Bali, si tu veux, se fleurit, se décore, toute l'île se dresse de penjor. Les penjors, c'est des grands bâtons qui sont faits à la main et qui sont magnifiques et qui sont colorés. On va pas dire que c'est Noël, mais c'est la fête, c'est vraiment la célébration du bien sur le mal. Tout est décoré, tout est cérémonie, c'est magnifique, c'est chaque année. Et la deuxième cérémonie qu'on célèbre chaque année depuis 5 ans, c'est Nyepi, c'est la fête du silence. Et en fait, pendant 24 heures, tout s'arrête. Tout s'arrête sur l'île. L'idée, en fait, c'est que comme tu ne montres plus de son de vie, de bruit, de lumière, les mauvais esprits, le jour de Nyepi, qui est en fait comme un nouvel an balinais, c'est comme le 31 décembre pour nous, tu vois, tu passes à une nouvelle année. Et forcément, avant chaque nouvelle année, les mauvais esprits arrivent sur l'île, observent l'île vide, sans aucune animation, et donc forcément repartent. Et donc, il y a tout un rituel la veille de Nyepi où en fait, t'as des espèces d'épouvantails monstrueux, des monstres qui défilent, qui à la fin sont brûlés pour effrayer aussi les mauvais esprits. Donc ça, c'est un spectacle. Et après ça, après cette fête, après ces Ogo qui ont fait le show aussi pour effrayer, mine de rien, les mauvais esprits, tu marques 24 heures de silence où pour les Indonésiens, les Balinais, c'est vraiment le jeûne, la prière, pas de sexe, pas de distraction. C'est 24 heures de rien en fait, de tout ce qui peut t'animer en fait. Tu fais ça et nous expats, comment en tout cas comment moi je l'interprète, et ben moi Nyepi c'est un retour aux sources. Je pose mon téléphone, je passe des moments en famille, je reviens à l'essentiel, je passe du temps avec mes enfants en pleine conscience. J'en avais déjà entendu parler de Nyepi. Ça doit être assez incroyable à vivre dans une île, parce que moi j'y étais à Bali. Enfin, il y a une agitation en fait. C'est bruyant et puis tu as l'habitude de ce bruit de fond constant et quand tu n'entends plus rien, tu te dis waouh. Ouais. Mais en fait, c'est le silence. Et c'est surtout que comme il y a plus aucun scooter, plus aucune voiture, t'entends le son des oiseaux, mais surtout le soir de Nyepi, le ciel est étoilé comme jamais il ne l'est d'habitude. Il y a pas de pollution, il n'y a pas d'électricité. Alors nous, en général, on joue un peu moins le jeu, c'est-à-dire qu'on met une petite lampe de chevet pour rester un petit peu éclairé. Mais les Indonésiens, ils éteignent tout. C'est magnifique et c'est inspirant. Tout à fait. Alors, je vais te poser les 2 dernières questions signature du podcast, Laura. Je voudrais te demander quelle force
qualités ou compétences tu as découvert grâce à cette maternité à l'étranger? J'ai découvert que j'étais une femme en fait et que j'étais pas qu'une mère. Et ça c'est hyper important parce que je pense que ces dernières années, je m'étais un peu oubliée. J'ai pas retrouvé celle que j'étais avant d'être maman. Celle-là, c'était une autre Laura. C'était Laura insouciante, un peu égoïste, peut-être plus égocentrique. J'ai pas retrouvé la Laura d'avant, mais j'ai retrouvé la femme que je veux être aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui est mère et qui aime ses enfants plus que tout, comme une mère louve italienne, mais aussi l'épouse qui peut passer du temps sans ses enfants pour passer un temps avec son conjoint, et aussi celle que je suis en étant seule, ambitieuse, entrepreneur, un peu folle, sportive, puis parfois simplement râleuse et feignante. En fait, je me suis retrouvée moi. Je me suis mise au sport, je me suis mise à des choses qui me faisaient du bien, et puis j'ai entrepris aussi. J'ai développé mon cercle. J'ai ouvert un portail de femmes expats à Bali. Et surtout, j'ai essayé de répondre à des questions auxquelles moi je n'avais pas eu de réponse il y a 5 ans. J'en ai fait un guide où j'ai répondu à toutes les problématiques auxquelles j'ai fait face en arrivant à Bali. En aidant les autres, je crois que je me suis aussi aidée moi-même. Eh ben, c'est trop chouette d'entendre ça. Alors, j'allais te poser une question, j'allais te dire quel conseil ou message tu aimerais laisser aux auditeurs pour les aider à préparer cette vie de parents à Bali. Bali est comme n'importe quel pays du monde, que ce soit le Japon et les pays d'Europe ou autres. Quand on a des problèmes dans son propre pays, il faut pas chercher à les fuir pour essayer de les régler dans un autre pays. Bali n'est pas la solution. L'expatriation n'est pas la solution à tous les problèmes que l'on a. Bali n'est pas une fuite. Donc si déjà vous avez envie de fuir des problème, l'expatriation ne s'annonce pas de tout repos. Donc, il faut savoir pourquoi on part. Il faut pas partir pour les mauvaises raisons. Et après, évidemment, je me tiens à votre dispo pour répondre à des questions qui sont plus profondes. Mais si déjà vous fuyez quelque chose, un problème, l'expatriation n'est pas la solution. Tout dépend de ce que vous fuyez, tout dépend de ce que vous recherchez. C'est un vrai challenge de vie. Et je tiens à dire que vivre à Bali, ouais, c'est très beau sur le papier, mais c'est une énorme aventure et c'est un gros challenge comme n'importe quelle expatriation. Et j'espère vraiment que ce podcast pourra aussi montrer que ce changement de cap et ces aventures sur des îles ou pas des îles, ouais, c'est très challengeant et que c'est pas des cartes postales. C'est vraiment des aventures, des challenges et que quand vous suivez des gens sur les réseaux et que vous voyez le paradis, sachez que la réalité est souvent tout autre. Ne fantasmez pas une vie carte postale car ça n'existe pas. Il n'y a pas de vie carte postale. On a tous nos hauts et tous nos bas, que l'on vive au fin fond de la France, dans un petit village perdu dans la grisaille ou dans la plus belle des villes et sur la plus belle des îles. Voilà. Vraiment, Laura, je te remercie pour tout le temps que tu m'as consacré ce matin, d'avoir trouvé ce temps dans ton agenda bien chargé, d'avoir répondu par la positive et d'avoir confié tout ce parcours, tant sur la maternité, mais comme tu dis aussi sur ta vie de femme, parce que tu es maman, mais pas que, et d'avoir aussi ouvert une fenêtre sur une facette, voilà, pas toute rose de l'expatriation et loin des fantasmes. Voilà, la vie, les pieds dans le sable, c'est autre chose la vie à Bali, donc un grand merci. Merci Julie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère. S'il vous a plu ou inspiré, vous pouvez le partager, laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Vous pouvez retrouver les ressources et les coulisses du podcast sur Instagram, @nouvellemère.lepodcast. Les bonnes adresses partagées par mon invité sont disponibles sur la Google Maps, dont le lien est dans la description de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage de maternité à l'étranger.